Bienvenue à Parle Jazz en ce lundi 10 novembre. Aujourd'hui à l'émission, Jason Ouellette qui est fidèle au poste pour les lundis politiques. Bonjour Jason. Bon lundi. Bon lundi. Et aujourd'hui, on a en studio des invités. On aura Martin Mallet, directeur de l'Union des pêcheurs des Maritimes. Bonjour Monsieur Mallet. Bonjour. Bonjour. Et également Mario Cormier, président du Local 5 qui va de Pointe-du-Chêne jusqu'à Cap-Tourmentin. Bienvenue Monsieur Cormier à l'émission aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de pêche, nous nous entretiendrons aussi au téléphone avec Roger Ouellette, politologue. On a plusieurs questions à lui poser. Et je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission, que ce soit par téléphone au 506-532-0133 pour toutes vos questions ou par courriel à ppjj@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jazz politique. On va rejoindre aujourd'hui en début d'émission le politologue Roger Ouellette au téléphone. Bonjour Monsieur Ouellette. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui en ce lundi? Très bien, oui. Bon, est-ce qu'on vous a déjà dit, monsieur, que vous aviez un beau nom de famille? Ben, tout à fait, c'est le plus beau. D'accord avec vous. Surtout avec 2 T. Les moins lâches, hein? Monsieur Ouellette, bonjour. Merci d'être à l'émission aujourd'hui. Premièrement, on va souligner la visite de notre premier ministre aujourd'hui à Fredericton. Qu'est-ce que ça signifie, voir Mark Carney à Fredericton aujourd'hui? Je pense que bientôt, dans le mois de novembre, on est dans le mois de novembre, il doit annoncer la deuxième phase des projets nationaux, et on sait que le Nouveau-Brunswick n'était pas dans cette première phase. Donc, on peut penser qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles à annoncer à Fredericton, sinon, je ne sais pas pourquoi il prendrait le temps. C'est quelqu'un de très occupé d'aller à Fredericton aujourd'hui, si c'est pas pour des bonnes nouvelles. J'ai remarqué aussi quelques annonces là, du gouvernement fédéral d'investissement dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick au cours du week-end. Fait qu'on verra ce qui se passe au cours de la journée. La semaine dernière, on a dévoilé le budget fédéral. Qu'est-ce que vous en retenez? Ben, c'est un budget où on va dépenser des milliards et des milliards, mais qu'on fait la distinction, on le fait au Nouveau-Brunswick depuis longtemps. On a 2 budgets. On a un budget des infrastructures, puis on a un budget de fonctionnement. Donc, on va aller dans cette direction à Ottawa avec cette nouvelle façon de faire le budget. Donc, on nous dit qu'on va dépenser beaucoup d'argent dans les infrastructures, la construction, mais on va serrer la ceinture dans les dépenses de fonctionnement. Ça signifie plus ça de signifie qu'on va couper des postes dans la fonction publique fédérale. C'est ça c'est un élément... c'est peut-être un élément intéressant. Si on regarde les autres pays dans le monde, que ce soit la France, même les États-Unis, à peu près 25% des fonctionnaires fédéraux sont dans la capitale nationale. Nous, on en a 50% à Ottawa. Il faut peut-être en avoir plus en région. Oui, mais sur la création, l'investissement en infrastructure, c'est pas plus payant parce que tu finances le privé qui finance des jobs qui sont moins coûteux? Là, l'idée, c'est que faire bouger des choses, donc le fédéral lance ça, puis le privé devrait peut-être embarquer, mais on verra si le privé va embarquer dans ce processus-là puis amener des milliards supplémentaires. Le gouvernement va beaucoup de milliards pour lancer des choses, mais il faut que le privé embarque également, puis on verra si le privé va embarquer ou pas. Bon, la boule de cristal du futur politique nous dira prochainement si on investit des gros projets d'infrastructure dans la province. La dernière année de Susan Holt, M. Ouellette, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que vous croyez que Mme Holt tient bien le bateau jusqu'à maintenant? Je pense que c'est un gouvernement qui a fait des promesses. Sa principale promesse, c'est d'avoir un budget équilibré. On sait très bien, avec la conjoncture actuelle, Donald Trump, les tarifs, ça va pas arriver. Donc, c'est un élément important à noter. Et puis, je pense que c'est un gouvernement qui a eu des problèmes de communication. Donc, parfois, elle-même, la première ministre ou certains de ses ministres sont pas vraiment présents dans les communications. Il y a eu le discours du trône il y a 2 semaines passées. Puis, l'opposition a pu soulever des questions. C'est son rôle, soulever des questions auprès du gouvernement, auprès de la première ministre. Et à l'époque, le chef de l'opposition avait dit, le gouvernement, la première ministre avait voulu avoir un gouvernement très transparent et avec ironie, le chef de l'opposition disait tellement transparent, invisible. Mais y a-tu des gouvernements qui communiquent bien?
Les gouvernements doivent essayer de communiquer. C'est très important que la population puisse savoir ce que son gouvernement fait, où va son argent. Donc, il y a des gens qui communiquent mieux que d'autres, mais l'idée, vouloir de silence, vouloir refuser de rencontrer les journalistes, c'est jamais une bonne idée habituellement. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler aux journalistes. Vous avez parlé de l'opposition. On a Daniel Alain qui a annoncé ses intentions de briguer, qui brigue la chefferie du Parti conservateur. Il n'y a pas d'autres candidats qui ont démontré trop d'intérêt, mais on a l'autre bord de la salle, Chris Austin. Pensez-vous que le Parti conservateur est assez fort pour ne pas se séparer entre les deux? C'est une très bonne question. Le Parti conservateur, il faut se rappeler un peu son histoire. Et à la fin du régime Hatfield, c'était la débandade, la division, l'arrivée du corps. Il a fallu attendre Bernard Law pour réunifier ça. Grande victoire en 99, apparition du People Alliance. Donc, ça a toujours été dans le décor ici. Donc, le Parti progressiste conservateur devra faire des choix. Est-ce qu'il veut revenir plus vers le centre, plus s'ouvrir aux francophones, aux autres groupes minoritaires, aux autochtones, ou il veut rester dans la ligne qu'a dressé l'ancien premier ministre Higgs? M. Higgs est allé à la rencontre annuelle du parti 2 semaines passées. Sa présence n'a pas passé inaperçue. Il semblait pas avoir appris aucune leçon. Il faut se rappeler, il a perdu l'élection, il a perdu sa propre circonscription. Et il faut retourner en 1987 où un premier ministre en exercice, M. Hatfield, avait perdu sa propre circonscription. C'est quand même quelque chose, là. Et aller un samedi matin faire la leçon aux gens que si vous êtes un Red Tory, un peu progressif, vous n'êtes pas un vrai conservateur, c'est le parti qui va décider cela. Et Daniel Alain est seul en course pour le moment. Mais il faut se méfier, ça serait pas mauvais qu'il y ait quelques candidatures. Rappelez-vous, un certain Kevin Vickers était, semble-t-il, le champion et le prochain premier ministre du Nouveau-Brunswick pour les libéraux. On connaît l'histoire, là. Ouais. Je vois pas le deuxième Kevin Vickers dans le Parti conservateur, sauf Chris Austin. Je sais pas s'il va démontrer de l'intérêt pour le leadership. Jusqu'à maintenant, j'ai rien vu. Monsieur Ouellet, vous avez vu autre chose que j'ai pas vu dans les coulisses? La seule chose qu'on a vue, c'est que l'ancien premier ministre Higgs trouve que ça fait une excellente candidature. Okay. Donc déjà ça, être appuyé par Blaine Higgs, c'est un mauvais départ. Votre point de vue assis là, dans le banc des spectateurs, quand vous regardez les décisions américaines et l'impact sur la politique néo-brunswickoise, vous croyez que ça a un impact assez grand ou est-ce que les médias font une tempête dans un verre d'eau? Ça nous touche beaucoup. Le bois d'œuvre, beaucoup de scieries locales sont affectées. C'est sûr que ça nous touche directement. Le Nouveau-Brunswick est à une frontière quand même importante avec les États-Unis, le Maine, et puis on le voit. Et même la population générale. Moi, je suis originaire du Madawaska, comme vous le savez, et puis lorsque, dernière fois, je suis allé dans le coin, on a fait un beau pont, là, tout neuf à Edmundston, puis pas grand monde passe dessus, ni celui de Claire. Oui, c'est vrai que moins populaire destination touristique tout de suite aux États-Unis. Je termine avec le passage de Chris d'Entremont du Parti conservateur au Parti libéral le week-end dernier. C'est Chris d'Entremont qui est le député fédéral de la circonscription d'Acadie-Annapolis. Monsieur Ouellet, est-ce que vous étiez surpris? Oui et non, dans le sens que Chris d'Entremont, c'est vraiment un Red Tory, un progressiste, c'est un Acadien, comme vous le savez. Et puis, dans les maritimes, dans l'Atlantique, le branding progressiste conservateur est important, contrairement à ce qui se passe dans l'Ouest canadien. Et il avait gagné ses élections avec à peu près 500 votes contre le candidat libéral. Okay. Et puis, on peut penser que Chris d'Entremont, qui est très bien connu, une vingtaine d'années en politique, beaucoup de gens ont voté pour Chris d'Entremont et moins pour le parti dirigé par le chef actuel à Ottawa. Donc, il se sentait de plus en plus inconfortable face au leadership de M. Poilievre, puis il a décidé de quitter et on verra. On verra aux prochaines élections si les candidats sous la bannière libérale, on verra ce que vont décider les électeurs. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Ça a déjà arrivé avant. Non, effectivement. On a la gang de l'Union des pêcheurs des maritimes dans nos studios avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Monsieur Ouellet, vous pensez que Chris d'Entremont ferait un bon ministre des Pêches? Je crois
pour le moment, je crois pas qu'il va aller dans le cabinet. Il y a pas de... Mieux, on lui a posé la question s'il y avait eu des promesses. Elle a dit pas du tout. On m'a fait aucune promesse que je serais dans un cabinet comme ministre. Là. Donc, je pense pas que c'est dans les cartes pour le moment. On verra dans un prochain remaniement ministériel, mais déjà, au niveau de l'Atlantique, au cabinet, on est assez bien servi et je serais fort étonné qu'on enlève quelqu'un pour ajouter quelque chose dans Tremont, là. C'est pas facile, un job de ministre des Pêches, j'imagine. Même si c'est un des ministères qui n'adresse pas des services au peuple sauf aux pêcheurs, c'est quand même tout de suite des temps de réduction, puis de crise planétaire, puis de réchauffement climatique. Fait que restera à voir là, comment on va gérer ça. Merci, M. Ouellette. OK, au plaisir. Et au plaisir de vous parler prochainement. Roger Ouellette, politicologue avec l'Université de Moncton. On va faire un petit marathon là, sur plusieurs sujets pour peut-être exciter ou déclencher l'opinion publique là, en cette journée du lundi matin. Fait qu'on a M. Ouellette qui s'est prêté au jeu. Pense ça? Ben, fait beau, hein? ça, beau, certainement. Et je pense que ça va parler de pêche. Désolé, je vous ai même pas laissé parler. Oui, on est parentés, moi et M. Ouellette, un petit peu. On est deuxième cousin. Deuxième cousin, ouais, c'est-tu réel, ça, là? Oui, ou c'est tiré par les cheveux? C'est réel. Non, c'est réel. C'est une réelle parenté, ma foi. T'avais une talk de réunion de famille. Une réunion de famille à matin. Ben, merci beaucoup. Ben là, ce sont des gens liés à la pêche qui sont avec nous aujourd'hui. Martin Mallet et Mario Cormier. Rebonjour, messieurs. Merci d'être à Parle-Parle Jazz aujourd'hui. On va avoir différents sujets à aborder avec vous, bien évidemment. Et je laisse Jason. Ouais, de l'intérêt. La semaine passée, j'ai reçu un texte de la présidence de l'Union des pêcheurs des Maritimes qui disait « Est-ce que vous avez vu le reportage? » C'est un gros reportage. Monsieur Cormier, un reportage qui a eu de l'impact, qui dit l'émission Enquête à Radio-Canada, qui démontre la donnée la plus importante, qui semblerait que les prises de homards non déclarées représentent entre 10 et 30 des débarquements de homards, ce qui pourrait valoir jusqu'à 681 millions de dollars. Dans le reportage, on a même des visages de pêcheurs qui sont en train de le faire. Fait que la preuve démontre réellement qu'on a, semblerait, un problème avec les prises qui sont non déclarées. Tu as mentionné qu'il y a des visages de pêcheurs. Les seuls visages de pêcheurs qu'on a vus là, c'était de la pêche qui se fait à l'extérieur de la saison. Okay. So, durant la saison, on n'a pas parlé de visage de pêcheurs. On n'a pas vu aucun visage de pêcheur durant la saison. So, l'extérieur, le focus était surtout basé sur la pêche qui se fait à l'extérieur de la saison, qui est très problématique pour les pêcheurs du coin. Fait, ils font ça comment? Ils pêchent, puis c'est pas la saison. Simple de même, allons, mais revenons à la chose la plus simple. Là. Ils embarquent dans leur pêcheur, puis ils allent en mer, déposent des casiers quand c'est pas les bonnes dates. C'est ça? Ben, c'est bien ça, mais c'est surtout la pêche de la FCC, la pêche de subsistance et cérémonie sociale. C'est ça la pêche qui se fait hors saison. Cette pêche-là est très problématique pour nos pêcheurs du coin. Puis c'est rendu que c'est une pêche que les Autochtones vendent le produit, puis ils sont pas obligés, ils peuvent pas vendre le produit. Puis lorsque tu as une pêche, lorsque tu as quelqu'un qui vend le produit à l'extérieur de la saison, c'est une pêche illégale. Puis une pêche illégale, ça fait un effet néfaste sur notre pêche du coin ici. Fait que ça, c'est incontrôlable à cause qu'ils sont protégés par la loi fédérale sur la loi de subsistance. Je peux ajouter, Mario, si tu veux, par rapport à juste, ça. faudra que tu mettes plus proche du micro, mais t'as une belle voix, fait qu'on veut t'entendre. Facing, excuse. Oui. M'entendez-vous, là? Ouais, juste de même. Merci. Donc, les pêches de subsistance autochtones, c'est protégé par la Constitution à travers le Canada. Mais c'est des pêches qui sont réservées pour l'alimentation puis pour des fins cérémoniales. Donc, comme Mario l'a mentionné, c'est écrit noir sur blanc sur les contrats qui sont signés à chaque année. Qui n'ont pas le droit de la vendre. Le MPO et la bande et le chef, c'est signé par le chef, qui n'ont pas le droit de la vendre. C'est censé aller, ce produit-là, au sein de la Première Nation pour nourrir les gens. Puis, ça fait des décennies que c'est pas ça qu'on voit du côté de la communauté de Elsipogtog, en particulier ici dans la zone 25 de pêche au homard. On a aussi eu la chance dans le reportage de voir un exemple à succès de collaboration entre les pêcheurs autochtones et non autochtones dans le coin de Stonehaven, dans le nord du Nouveau-Brunswick, où est-ce que cette communauté autochtone-là de Pabineau
Dans ce cas-ci, eux ont décidé de travailler main dans la main avec les mêmes règles de conservation que les pêches locales. Ils pêchent pendant la saison de pêche commerciale et il y a une portion de cette pêche-là qui retourne à la communauté pour nourrir un peu les gens du voisinage. Donc, il y a moyen de faire autrement. Exactement. Y a-t-il pas moins de homards dans la baie des Chaleurs? C'est moins abondant? Je pense que la question d'abondance, ici, dans ce cas-ci, dans le coin de le Richelieu-Bouctou, Cap-Lumière, on a, selon nos estimés, au-delà d'un demi-million de livres de homards qui sont débarqués hors saison au mois de juin-juillet lorsque la pêche est fermée. La pêche commerciale n'est pas ouverte. J'ai de la misère avec les 1,5, excuse. On parle de 500 000. 500 000 livres environ, give or take. Là. Puis ça a évidemment un gros impact sur les pêcheurs locaux dans cette région-là. Puis ça crée un effet domino. Autant les pêcheurs autochtones commerciaux pour la communauté que nos pêcheurs à nous dans la région sont déplacés. Lorsque le début de la saison commerciale commence, il n'y a pas d'homards dans ce secteur-là. Mais là, c'est la deuxième fois que vous venez à Parle-Georges puis qu'on parle de ce sujet ici. Est-ce qu'il a progressé depuis la dernière fois à part cette enquête-ci? Est-ce que le gouvernement est comme « OK, let's do something ». On voit un petit peu plus sur les médias sociaux, même sur les nouvelles, qu'il y a un petit peu de choses qui se fait. Il y a des débarquements hors saison qui ont été capturés par les agents de pêche. Mais c'est passé. C'est passé, ça fait trop longtemps que ça se fait, que c'est passé. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas écouté. Ça fait plusieurs décennies, comme Martin a dit, ça fait 25 ans que ça va. Puis ça s'aggrave de plus en plus à chaque année. Puis ici, qu'il y a rien qui est fait, une pêche durable n'existera plus dans 15-20 ans pour nos jeunes qui veulent continuer la pêche. Mais les avez-vous appelés? Oui. Comme est-ce qu'il y a un dialogue, pas à travers le gouvernement fédéral, mais est-ce qu'on a un dialogue avec les Premières Nations pour leur parler de cette problématique-là? Oui, mais de communauté à communauté, de chef en chef, on n'a pas le même niveau de dialogue. Oui. On a une très belle relation, justement, avec... on a mentionné Pabineau il y a quelques instants. On a développé une belle relation de travail depuis quelques années aussi avec la bande de Burn Church, Eskinopiditch, dans le coin de Neguac. Et autres, mais je vous avoue que de tous les 9 bandes autochtones au Nouveau-Brunswick, Mi'kmaq, la communauté de Sipoktuk est particulièrement difficile à approcher. Un des problèmes, c'est que du côté des pêches, ils n'ont pas de comité de gestion des pêches, c'est des individus qui s'en occupent, et puis et c'est très difficile de pouvoir avoir un bon niveau de dialogue avec ces individus-là. Puis, tant que le système ne sera pas modernisé au sein de la communauté, on va, je pense, continuer à avoir des problèmes. Puis, c'est pas tous les membres des Premières Nations qui suivent non plus le band. Là. Comme, il y en a quand même des gens qui vont à l'encontre de ce que la band dise parce que les membres des Premières Nations sont quand même indépendants par eux-mêmes. Anyways, fait que tu peux voir qu'il y a une division, même si tu as une bonne relation avec le band, ça veut pas dire que le peuple va suivre aussi, puis qu'il va pas pêcher, faire la subsistance, puis essayer d'avoir leur droit ou faire représenter leur droit de pouvoir le faire. Là, c'est comme Martin dit, t'as des bons puis t'as des mauvais. Ouais. C'est comme dans tous les métiers, t'as des bons puis t'as des mauvais. Puis ici, c'est que nous on n'est pas contre les Autochtones. On veut que les mêmes règlements soient faits, qu'il y ait une saison, puis que les Autochtones pêchent avec nous autres, qu'on peut coopérer ensemble. Présentement, c'est comme notre campagne qu'on a dit au début, lorsqu'on est venu ce printemps, notre campagne, mais notre campagne, c'est ça. C'est qu'on veut être à la table. On parle de réconciliation, mais les seuls qui sont à la table, c'est les Autochtones et MPO. On est négligés. Comment tu peux faire une réconciliation dans une espèce ou dans une communauté, quelle que soit, puis les principales intéressés là-dedans ne sont pas assis à la table ensemble. Lorsqu'on s'est assis à la table ensemble, là, ça serait un gros point à faire, ça. C'est un gros point. Mais c'est ça qu'on demande. On veut être assis à la table pour prendre des décisions ensemble pour le bien de la ressource, que ce soit pour les Blancs et les Autochtones et les non-Autochtones. Que ce soit pour les deux. On veut coopérer ensemble. On est prêt à le faire. Ça fait, on ne néglige pas. On sait qu'ils ont un droit. Il y a un droit, mais ils ont aussi une loi, ils ont aussi des règlements à faire durant la pêche. Il faut qu'il soit le même règlement. Tu ne peux pas avoir 2 règles dans une pêche, sinon ça ne va pas durer. Ça prend les mêmes règles et les mêmes lois pour tout le monde pour que ça fonctionne bien, que tu aies une pêche durable pour nos futures générations, que ce soit pour les Blancs, et les Autochtones et les non-Autochtones, c'est pour tout le monde. Mais là, comment inquiet êtes-vous pour votre avenir à cause de ça, M. Cormier?
Comme pour l'avenir de votre bateau, de votre industrie à vous, de votre business? Ça m'inquiète énormément. Comme 2 générations, il n'y a plus, là? Tu peux plus passer ça à tes... On a 3 générations, mon grand-père, mon père et moi. Puis présentement, je vais donner ça à mon fils. Puis? D'ici 5-6 ans. Mais j'y pense beaucoup. J'ai dit à mon fils, parfois, si ça se continue, ça va être très difficile pour lui. Et est-ce qu'il va passer à travers... Est-ce qu'il va, avec les coûts élevés de la pêche, là, c'est rendu très chaud. Il faut que ça soit durable pour qu'on puisse s'en sortir. Est-ce qu'on va vers un appel téléphonique? Oui. C'est le 506-532-0133 si vous avez toute question. Présentement, on a Martin Mallet et Mario Cormier avec nous. Parle, Georges, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, c'est une petite question. Allez-y. Oui, dans le côté au mort, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un pèse-pêche? Pourquoi qu'il n'y a pas un quoi? Un pèse-pêche, comme qu'il y a bon pour le crabe. Je pense que M. Mallet comprend bien la question. Là. On va juste vous baisser un petit peu. Il y a du bruit de fond, mais on vous garde en ligne quand même. M. Mallet? C'est une bonne question. Puis justement, on voulait expliquer un petit peu le concept du pesage à quai aujourd'hui à l'émission. Puis ce qui arrive, c'est que dans le homard, c'est une pêche qui est gérée par effort. C'est pas une pêche qui est gérée en fonction d'un quota, comme dans le crabe des neiges, par exemple, ou le hareng. Puis la quantité de quais qu'on opère, puis le système qu'on avait en place avant avec les logbooks en papier, c'était le système qui était préconisé par le département des pêches. Sauf que depuis cet été, pour la première fois dans la zone ici, puis pour l'ensemble du sud-est du Golfe, on a commencé à implanter un logbook électronique. Un app Staphone. Un genre d'application sur le téléphone. Puis c'est juste la première année, mais en Gaspésie, ça fait 5 ans qu'ils l'utilisent. Puis ça a amélioré de beaucoup le reportage des prises au quai. Ce qui manque, selon nous, c'est une collaboration avec les acheteurs, les acheteurs des transformateurs, par exemple, l'association des transformateurs, pour qu'eux aussi développent une solution électronique qui parle avec la solution électronique des pêcheurs. Donc, ça, c'est la raison pourquoi on pense que ça va aider à améliorer les données du côté du débarquement. Mais ça, on s'entend que ça fait passer 15 ans que l'UPM, on pousse pour un changement dans la façon qu'on rapporte les données, parce que c'est un problème au niveau de la gestion de la ressource, d'un point de vue d'attendre trop longtemps avant d'avoir les résultats. Ça prenait jusqu'à 3 ans avant que le MPO soit capable de nous donner les données sur les débarquements de pêche d'une année pêche. Donc, tu es dans un comité consultatif de pêche océan, mettons en 2025, puis on est en train de parler des données de 2022. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas, c'est les changements climatiques. Monsieur, ça répond à votre question, vous voulez ajouter? Oui, j'aimerais ajouter quoi? C'est que l'affaire, moi, je suis pas acheteur, je travaille pour un acheteur, puis je suis sur un quai. Puis, à l'emplacement que je travaille, il est ramassant 3000 livres par jour, par pêche. Puis je trouve que c'est comme un extrême à l'autre, parce que juste, je travaille comme à 1 heure de la maison, mais à ma place, juste que je reste, on a quand même un quai. Puis c'est juste le corps de cette prise-là, à cet endroit-là. Je me demande pourquoi que eux autres sont capables d'avoir le droit de pêcher presque 100 000 livres par année, que nous autres, dans notre coin, quand on a pogné 40, 30, c'est tout ce qu'on a pogné. Ah, là, ça c'est... je sais pas si vous avez des quotas de pêche. Peux-tu spécifier dans quelle région que tu veux dire que tu travailles? Ouais, Miscou. Dans quoi, Miscou? Miscou, c'est un cas assez extrême tout de suite. C'est vraiment une région où est-ce que les prix sont vraiment extraordinaires. Extraordinaire bon? Extraordinairement bonnes. Évidemment, il y a des prix allant jusqu'à 100 000 livres là, depuis quelques années, mais on s'entend que c'est relativement récent, ça. 5 ans, 10 ans passés, il n'y avait pas ça. Ça peut fluctuer beaucoup, là, les prix dans certaines régions. Puis dans la même zone de pêche, là, on parle de la zone de pêche 23, il y a aussi des régions qui ont de la difficulté à débarquer 15 000 livres, comme dans la région de Néguac, par exemple. 15 à 20 000 livres, c'est le maximum qu'ils ont reçu dans les derniers 2-3 ans. Fait c'est une des particularités de la pêche au homard. C'est une pêche par effort. Puis c'est une des choses qui font que on aimerait que ça serait peut-être mieux distribuer la ressource, mais c'est pas dans la façon qu'on la gère que ça peut arriver, ça. Là. Monsieur, vous avez quelque chose à ajouter? On a une pause d'1 minute, mais vous pouvez quand même conclure si vous avez questions ou commentaires là, sur ce qui a été dit. Oui, non, tout est correct. La seule chose, moi, j'ai ma carte indienne, puis l'affaire est pour la côté autochtone, c'est que tu es censé te pêcher pour nourrir ta famille. Mais quand tu arrives au point de vente, puis tu as 7-8 000 livres, je pense qu'ils vont toutes des grosses bedaines.
C'est bien certain. Merci, monsieur. Bonne journée. Okay. On prend une pause, on vient. C'est l'émission Parle Jase. Aujourd'hui, on a l'Union des pêcheurs des Maritimes dans nos studios. Monsieur Martin Mallet, directeur général. Monsieur Mario Cormier, qui est président de section ou de catégorie. Là, on vient 532-0133. 532-0133 si vous voulez participer à l'émission. Vous écoutez Parle, jase, politique en ce lundi. On a Martin Mallet, directeur de l'Union des pêcheurs des Maritimes avec nous, ainsi que Mario Cormier, président du Local 5, qui va de Pointe-du-Chêne à Cap-Tourmentin. Une question qui nous est parvenue par courriel, messieurs, sur la pêche illégale, on appelle ça du poaching, qu'on dit au Nouveau-Brunswick, que ça existe depuis un demi-siècle. Tout le monde qui vit le long des côtes connaît qui poach. Et il nous dit, ne faites pas croire que c'est seulement les Autochtones. Qu'en pensez-vous? On va donner la parole à Mais j'oserais dire M. Cormier. J'aurais dit que 50 ans passés, oui, il y avait peut-être des Blancs, des Nord-Autochtones qui faisaient du poaching parce que c'était une manière de survivre, c'était la chose à faire dans ce temps-là pour pouvoir vivre. C'est la tradition. La tradition. Mais depuis ça, les pêcheurs, on a évolué et les pêcheurs ont eu plus d'intelligence. On va dire, si on continue ça, on va pas avoir de pêche durable. Là, ils ont commencé avec, ils ont diminué le nombre de casiers. Ils ont fait des choses avec, ils ont diminué le nombre de casiers. Ils ont dit, on peut pas emmener de petits homards. On peut plus... Mais là, il faut pas cacher, là, M. Cormier, qu'il y a peut-être une couple de Blancs qui font du poaching pareil. Là. Il y a peut-être, mais beaucoup moins. Le pourcentage est très minime que c'était auparavant de les années 30-40 ans passés. Beaucoup moins. Ça faisait partie de la tradition. C'était ça que c'était. C'était une manière de survivre dans ce temps-là. C'était probablement casier en arrière de la maison. Là, c'est ça. Puis le homard, dans ce temps-là, était connu comme un produit pour les pauvres. C'était pas un produit de chic casteur. On va aller prendre un appel au téléphone. C'est le 506-532-0133 pour vos questions. Parle, jase, c'est à vous. Oui, il y a une chose que je comprends pas. Pour quelle raison que le média pourrait faire une enquête, comme le programme a été fait, et que la police, la GRC ou les ministres des Pêches peuvent pas trouver les mêmes genres de, on va dire, problèmes, puis qu'on n'a pas des accusations légales contre ces individus-là. Mais là, ils ont le droit, là. C'est ça le problème. Ou c'est ça, pas le problème, excuse, c'est ça la situation. C'est une excellente question. Puis en fait, la question m'a été posée par la journaliste d'enquête, Maude Montembeault. Comment ça se fait que nous, simples journalistes, à l'intérieur de 2 semaines, on a été capable d'infiltrer un setup de contrebande de homards? Puis nous autres, ça revient à ce qu'on avait comme message clé dans la campagne encore ce printemps à l'UPM. Il faut que le gouvernement qui a la badge d'enforcement, puis qu'on les lois pour backer leur travail, qu'ils fassent leur travail. Puis que s'il y a besoin d'avoir une collaboration entre les agents des pêches et les agents de la GRC pour contrer ces contrebandiers-là, qu'ils le fassent. Parce que s'ils le font pas, puis s'il n'y a pas de conséquences, ben ça fait que le problème va progresser puis va augmenter. Puis c'est justement ce qu'on voit dans les derniers 5-10 ans. Il y a une augmentation de la contrebande du homard un peu partout en Atlantique parce que c'est un produit de très grande valeur. Puis si on ne fait pas quelque chose pour enrayer ça, on va détruire la ressource. Puis on parle beaucoup de millions, même des milliards de dollars qui retournent en grande partie dans nos communautés côtières qui vont en souffrir. On revient vers vous au téléphone. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, je trouve que les autorités qui ont une juridiction ne prennent pas leur responsabilité. Eux qui ont comme ils disent dans le programme-là, ça va être de la mafia. Mais tout ça ensemble, il faut pas avoir une solution. Il faut que les autorités qui ont une juridiction fassent leurs ouvrages. Ça n'a pas d'allure. Merci beaucoup pour votre appel. 681 millions de dollars, c'est de l'argent des prises de homards non déclarées selon les estimations à la suite de cette enquête-là. J'ai adoré le commentaire de « On comprend pas, ça nous a pris 2 semaines à infiltrer un réseau de homards de vente illégale, puis vous avez des agents de police puis des agents de pêche qui sont ultra qualifiés pour faire ce genre de travail-là, puis on le fait pas. »
Je le dis parce que ça m'a fait mal aux oreilles juste pour les autorités gouvernementales. À le répéter, j'espère que ça casse leurs oreilles aussi, puis qu'ils fassent que ça regarde mal. Puis en plus, Jason, ces gens-là dans les communautés, comme dans ce cas-ci, c'était quelqu'un de la région de Rexton qui était derrière ce réseau-là. C'est des gens qui sont connus de la communauté, qui sont connus par la communauté de pêche. C'est pas la première fois qu'on dénonce ces gens-là par nom aux autorités, puis il n'y a rien qui est fait. Donc, on a un problème à plusieurs niveaux. On peut aussi souligner qu'on a un problème du côté du département de la justice, où est-ce que lorsqu'il y a justement un bon travail de fait par les agents des pêches pour amener des contrevenants devant la loi, certains dossiers sont carrément rejetés. Parce que c'est pas dans les intérêts publics. OK. Mais 680 millions, là, c'est où ce homard-là? Je ne vois pas ça. Moi, il n'y a pas de personne qui est comme, hey, dude, avec son gros jacket, là, puis qui le rouvre, puis qui a comme plein d'homards. Hey, mais tu un homard? C'est ça. On peut élaborer un peu sur ces chiffres-là. Il y avait, dans le reportage, un estimé de 10 à 30 du homard qui était non déclaré, qui était un peu, selon les journalistes, vendu sous la table ou caché. Moi, je pense que c'est un petit peu une explication simpliste de la vraie situation. Comme si on regarde du côté de la Gaspésie, depuis que le logbook électronique est implanté là, depuis le début des années 2000, donc environ 5 ans, il y a seulement un différentiel d'à peu près 5 aujourd'hui entre ce qui est rapporté par les pêcheurs et ce qui est rapporté par les usines. On s'entend que les pêcheurs sont tenus par l'MPO de donner un estimé. Donc, dans le cadre, à moins que ça change éventuellement, l'estimé en Gaspésie est presque... C'est à l'intérieur de la marge d'erreur normale, 5 Ici, je pense qu'on a un problème avec le système de reportage avec des logbooks papier qui est totalement désuet. On a beaucoup de pêcheurs aussi qui nous témoignent qu'ils ne l'utilisent même plus parce qu'ils savent que l'MPO, ça ne sert à rien en termes d'outils pour gérer la ressource. Okay. On s'entend que ça peut prendre jusqu'à 2, 3, 4 ans avant d'avoir le résultat des données. Notre espoir, c'est que le logbook électronique qui est maintenant en place ici depuis cette année, dans les prochaines années, le système va s'améliorer puis on aura une meilleure qualité de données. On va aller du côté du téléphone, prendre un autre appel. Ah, on l'a perdu, c'est le 506-532-0133. C'est le temps de resignaler si vous voulez poser votre question en ondes. Donc, j'ai un app. T'avais-tu une question j'ai un app, puis je le clique, puis chaque place que je débarque, chaque casier que je débarque, je mets quoi? Le nombre de homards qu'il y avait dans ce casier-là? Non, c'est un app que tu mets à ta prise, tu estimes ta prise à la fin de la journée de pêche. Okay. Si tu as 250 cages homards, puis si tu estimes que tu as 500 livres, ben, tu marques ton estimation sur ton app. OK. On tourne au téléphone. On retourne du côté du téléphone. Parle, jase, on vous écoute. On est des bâtonniers, de la pêche au monde, des pocheux. Faudra vous répéter, s'il vous plaît, on a mal compris. C'est comme compliqué de régler un problème. Disons, faudrait que les autorités s'en mêlent. Si vous voudriez... Les autorités qui sont autant corrompues que les pocheux de Roumont, c'est comme dur à régler un problème. Juste savoir si vous avez votre radio allumée à la maison, monsieur. Si vous voulez éteindre votre poste de radio à la maison, ce serait bien. Ben, ça j'essaie de dire, c'est que la corruption, comme au tompi d'un beau de l'eau. Les braconniers du monde ou les autorités RCMP, whatever, c'est comme, il y a la corruption des deux bouts. C'est comme tu peux arrêter de faire la corruption parce que c'est autant corrompu que la corruption. Puis toi, ça fait une couple de fois que t'appelles, puis je ressens vraiment dans ton opinion publique, là, t'es pas mal contre les gouvernements tout de suite, là, comme je file ta frustration contre pas mal n'importe quel système. C'est comme ça qu'on vit dans un monde de corrompu. Il n'y a plus rien de légal, il n'y a plus rien d'honnête, c'est comme un monde de corrompu, arrête qu'on vit là. Puis là, tu coupes, là, on n'est pas en train de censurer, là. mais c'est tout pour l'argent, tu veux dire l'argent. Il n'y a plus personne qui pense à personne, puis c'est l'argent, le pouvoir, le contrôle, le pouvoir, l'argent. C'est comme la corruption wide open. D'autres travaillent, puis on s'appauvrit. Je comprends ton point de vue, puis c'est quoi, il est partagé par plein de monde. T'es pas tout seul dans ce site. Tu sais ça, hein? Je sais ça. C'est comme les prix du monde. Tout le monde fait de l'argent, là. Tout le monde fait de l'argent pour que les pauvres travailleurs.
Merci pour ton commentaire. Bonne chance. Bonne chance avec ta division envers le système de gouvernement. Fais-toi-en pas trop avec ça. Hein? mais je le sentais, là, ça fait une couple de fois que cet auditeur-là. Puis peut-être qu'on croit que les gouvernements soit n'en fait pas assez, n'en fait pas trop ou se mêlent trop des affaires. Mais ici, je sais pas. Moi, la prochaine fois que je vois le ministre Leblanc, je pense que je vais lui poser la question, mais il n'est pas direct là, sur sa réponse, sur quoi faire dans ce site. Il n'y a personne. Oui. Moi, je peux peut-être ajouter, c'est quand même, depuis environ 6 mois, depuis le nouveau gouvernement, il faut quand même noter qu'il y a eu un effort supplémentaire du côté des agents des pêches pour faire le travail qu'ils ont à faire. Tu admets qu'il y a du progrès? On a l'impression que le changement de direction politique au niveau du Parti libéral a fait en sorte que tout d'un coup, ils ont eu un go-ahead, les officiers de pêche, de faire leur travail. Donc ça, on l'apprécie beaucoup. On le voit beaucoup du côté de la côte est du Nouveau-Brunswick, mais on l'a vu surtout du côté de la Nouvelle-Écosse, je dirais, ce printemps puis cet été. Évidemment, on a des membres aussi à l'UPM, dans la baie Sainte-Marie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Puis l'effort d'enforcement de la loi sur les pêches dans cette région-là, pendant justement la pêche qui se déroule là avec certains individus autochtones qui est faite hors saison, et probablement plus que ce qui a été fait dans les derniers 5 ans, dans l'espace de 6 mois. On va prendre un autre appel. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, je voulais juste donner mon opinion. Je me demande si la Cour suprême, quand elle a dit pêche de subsistance, pourquoi c'est que le gouvernement n'amène pas ça en Cour suprême et faire clarifier ça pour qu'une fois pour toutes, ça soit réglé, ce problème-là? Bonne c'est ça mon opinion. Ils ont-tu analysé, puis ont-tu... Parce que Dwester, il dit juste pêche de subsistance, puis c'est pas clarifié. Puis ça devrait l'être, il faut pour tout. Puis le gouvernement a peur de l'amener là, tant qu'à moi. Comme genre pêche de subsistance, mais pas le droit de le vendre. Tu sais, quelque chose de même, tu sais. Oui. Ben ça, c'est déjà défini dans les ententes qui sont signées à tous les années avec chacune des bandes. Moi, je pense que c'est encore là, c'est un problème d'enforcement des règles. Puis, il faut que le gouvernement dise, regarde, on a une entente de signer. Si l'entente est pas respectée, il faut qu'il y ait des conséquences. Puis, à date, dans les dernières décennies, de ce que moi j'ai vu, ces ententes-là étaient signées, mais il n'y avait pas de conséquences. Donc ça pourrait être une approche du gouvernement dans le futur. Je pense qu'il y a des Premières Nations qui travaillent très bien ensemble avec les usagers des ressources puis les gouvernements, mais il y en a d'autres qui sont récalcitrantes. Puis dans ce cas-là, il faut qu'il y ait à un moment donné quelque sorte de forme de conséquences au non-respect des règles puis des contrats qui sont signés. C'est un peu comme respecter les traités qu'on aurait signés avec le gouvernement britannique puis les Premières Nations il y a 250 ans. On veut qu'on respecte ces traités-là, mais un traité moderne qui est signé à chaque année, lui aussi devrait être respecté. On revient vers vous pour un dernier mot au téléphone. Oui, je suis d'accord avec toi. Je crois que les gouvernements et tout ont pas assez de pouvoir parce que la loi n'est pas claire. À mon opinion, je peux me tromper. Puis ça devrait être clarifié pour que, par exemple, que la pêche se fasse durant la saison, comme tout le monde, puis que ça soit respecté. Puis entre les deux, ça devrait pas avoir de pêche pour tout. C'est mon opinion. Anyway, merci beaucoup. Merci. 100% d'accord. On va prendre un autre appel. Parle, Georges, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Une chose des fois qu'on oublie quand on parle de contrebande de homards, de pêche au homard, il y a beaucoup d'eux autres qui sont faits par des pêcheurs, pêche de homard pour gagner leur vie. Aussi, il ne faut pas oublier aussi que dans ça, parce que moi, je n'ai pas de bateau. Je ne peux pas aller pêcher du homard, je n'ai pas de bateau. Ça prend tout de même un bateau pour pêcher, puis ça prend de l'équipement. Mais aussi, quand ils arrivent au quai avec leur récolte de pêche, il y a à peu près aux alentours de 50 % qui est vendu sous la table directement à l'acheteur. Ça déboute ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Cormier? J'ai pas dit que c'est pas. J'ai pas dit que 50 %. J'en vends un petit peu à mes comme moi, personnellement, j'en vends un petit peu à ma parenté, mes amis, et ainsi de suite. Moi, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je veux dire directement à l'acheteur. L'acheteur qui est sur le quai, qui attend d'acheter les prises de homard, là, il y a beaucoup qui ne mentionnent pas parce qu'il y a un gros défaut caché, ça, là, que il y a beaucoup de ça qui est payé sur la table, complètement sur la table. On cache.
Ben, je pense que c'est là où est-ce qu'il faut que le gouvernement il fasse leur travail puis qu'ils connaissent ces mauvais acteurs-là. Il y a des usines qui payent juste avec des chèques, puis il y a une trace de papier de A à Z avec les transactions. Puis il y a d'autres acheteurs qui suivent pas ces règles-là, évidemment. Puis je pense que c'est pas à l'UPM ou aux pêcheurs de l'UPM à régler ça. Puis justement, je reviendrai à l'Association des transformateurs ici dans la région. Eux aussi ont une responsabilité à jouer dans tout ça avec leurs propres membres. Puis il y a certains de ces membres-là de cette association-là qui sont justement parmi ceux qui font ce genre d'activité-là. Oui, parce que c'est très, très, très courant. Là. Moi, je suis très ami avec certains pêcheurs de la péninsule. Et puis, ça fait des années et des années que ça fonctionne. Apparemment que DFO est au courant de ça. Apparemment qu'ils veulent pas toucher à ça parce qu'ils appellent ça de l'argent neuf. C'est ça qui spécifie ça, là. Puis, je trouve que c'est malheureux parce que, d'un sens, il y en a qui ne rapportent pas ça sur leur impôt à la fin de l'année. Puis, c'est plus du cash. J'ajouterais seulement que le MPO suit la loi sur les pêches. Là, on parle de la loi sur le revenu, donc ça serait Revenu Canada qui devrait s'appliquer. Exactement. C'est deux différents départements, puis un ne peut pas sauter dans l'autre, c'est sûr, là. Mais c'est là que ça devient un peu problématique parce que les récoltes qui ont été rapportées, c'est pas nécessairement la vérité, là. Merci de votre commentaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci de votre participation. L'Union des pêcheurs des Maritimes est dans nos studios ce matin. C'est l'émission Parle Jase. Lundi, politique. Au retour, on parle d'un vrai plan de la conservation de la ressource foire. Comment on fait pour assurer la continuité et l'avenir du homard dans notre si belle mer. Vous écoutez Parle, Jase politique aujourd'hui. On a des invités en studio. Martin Mallet, directeur de l'Union des pêcheurs des Maritimes, et Mario Cormier, président du Local 5. On va prendre un autre appel, messieurs. C'est le 506-532-0133 pour toutes vos questions. Parle, Jase, on vous écoute. Bonjour, c'est encore moi. Bonjour. Oui, c'était juste pour venir au message là, du monsieur qui vient juste d'accrocher. Oui. Lui, je pense qu'il est pas mal au courant des affaires parce que moi, je suis inquiet, comme je te disais tout à l'heure, puis tout ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. Puis même le pêcheur et au large, il appelle à la cabane. Y a-tu quelqu'un alentour? Y a-tu de la visite? Non, y a pas de visite. OK, je vais te voir. Il arrive avec le bateau, on déloade tout ce que c'est qu'il y a quoi, puis c'est tout sous la terre au complet. Donc, selon vous, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ah non, c'est fréquent. Il n'y a pas grand pêcheur. Il n'y a pas grand pêcheur. Je parle péninsule acadienne au complet. Je parle pas, je n'en tag pas 1, 2, 3. Là. Je parle au complet que ça se passe pas. Là. Ça ferait une autre bonne émission sous enquête, ça. Hein? Ouais. Non, Mathieu. Puis même, quoi qui est plus comique que ça, nous autres, on est gars de quai qu'on appelle. Puis le pêcheur arrive, là, puis il y a 30 loctèques dans son bateau, là. Puis il nous garde en pleine face, puis il nous dit, ouais, il dit, moi, vous autres, vous faisiez la belle vie. Vous faisiez ensoleiller au soleil, mon cher, vous faisiez rien, puis vous êtes payé à rien faire. Et elle dit, moi, je changerai de place avec vous autres, anytime. Ouais, changer de place. Ben, j'ai dit, il y a quelqu'un qui calcule mal. Alors, j'ai dit, quoi, est-ce que j'ai en train de garder sur ton bateau, là? Dans ce temps-là, il était 10 piastres à livre, là. Ben, t'as 30 000 piastres dans ton bateau aujourd'hui. Puis, j'ai dit, moi, pour faire 30 000 piastres, ça me prend 2 ans de salaire. Puis, si toi, tu le fais aujourd'hui, puis t'es en train de rire dans ma face, tu veux changer avec moi n'importe quel temps. On veut parler des peines. Vous êtes bon? D'autres commentaires? Non, tout est beau. C'est juste qu'il faudrait que ça se vérifie. Puis c'est pas dur à trouver. Parce que les acheteurs, là, ils n'ont pas des millions. Puis quand ils allent à la caisse, puis pour sortir du cash, là, sortir du cash, ben, il devrait y avoir des questions à répondre. Pourquoi tu as besoin autant de cash? Tu pas par chèque. Je vais lancer M. Mario Cormier là-dessus. Merci, monsieur. Bonne journée. M. Cormier, ça se peut-tu que les peines sont-tu sévères, sont mal suivies? C'est quoi? La loi est là. Tu n'as pas le droit de vendre du homard si tu le déclares pas. T'sais, ça, c'est clair. Mais les peines ne sont pas assez sévères. Tu as des pêcheurs, soit autochtones, qui sont fait capturer avec des choses, avoir des petits homards à bord, ou ainsi de suite, ou plus de casiers, ainsi de suite. Mais là, ce qui vient en cours, c'est soit, comme Martin a dit, c'est que ça est rejeté, ou bien qu'ils ont une petite amende de 2500 $ pour emmener une caisse de homards. Mais si tu as fait ça pour 50 jours, une caisse de homards, 100 livres de homards par jour,
à 100 pièces la livre, tu parles de 50 000 pièces, puis il y a une petite amende de 2 500 $. Okay? So, les peines sont pas assez sévères pour arrêter la personne qui fait la contrebande, ou ainsi de suite, de continuer. Il dit je me fais prendre une fois, j'ai une petite amende, je vais le continuer la prochaine fois encore, puis c'est rien du tout. Faut les sévères. À temps passé, lorsque je pêchais avec mon père, là, les peines, tu perdais 2, 3 jours, 4 jours de pêche, des fois une semaine de pêche. Au début, juste pour emmener 10, 15 petits homards à la côte. À ce temps, tu ne vois pas ça. Tu emmènes 10 homards à la côte de petits homards, tu as 500 $ d'amende. C'est pas assez sévère. Il doit y avoir un mécanisme de choses que... c'est pour ça qu'on dit, nous autres, être assis à la table, on peut dire qu'est-ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste une amende? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour arrêter le braconnage ou ainsi de suite des gens des deux côtés, des Autochtones et non-Autochtones? Mario, j'ajouterais qu'on est en train de faire un travail à l'interne qui commence, là, avec une chercheure même de l'Université de Moncton. Je pense que vous l'avez vu aussi sur les émissions de Radio-Canada récemment. Une criminologue qui est experte dans le domaine pour travailler nous autres pour justement faire une analyse de qu'est-ce qui serait des peines appropriées aujourd'hui, là, pour vraiment avoir un effet dissuasif sur ceux qui voudraient contrevenir aux différents règlements de la pêche. Les peines n'ont pas suivi. Veux pas, à l'UPM, on a travaillé fort pendant 20 ans pour restaurer la ressource. Tu peux poser la question à Mario, 5-10 ans passés, les captures dans la région ici, dans le sud-est, étaient beaucoup plus faibles que qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'on a fait un travail vraiment important au niveau d'amener les règlements de pêche, de conservation de la ressource à un niveau qui permet justement d'avoir une ressource qui est viable puis en santé. Sauf que les revenus supplémentaires des pêcheurs font en sorte que des peines qui n'ont pas augmenté, eux, quelques $1000, ont pu cet effet dissuasif-là. Il n'y a pas de peine pour quelqu'un qui se fait pogner avec du homard illégal dans son frigidaire. Ça se peut-tu? Comme si, mettons, quelqu'un me donne du canet. Là. Hey, regarde, je t'ai amené 2 petits dans ton party avec 2 petits canets. Quelqu'un s'est dit que c'est le chevreuil. C'est parce que le chevreuil, tu t'es pogné avec un steak de chevreuil dans ton frigidaire. Ça prend un permis. Ça prend un permis. Ouais. C'est pas le cas dans l'homard. Je pense que c'est une des difficultés, c'est justement de faire le tracking en tant homard du quai jusqu'à la maison. Mais la plupart du temps, le homard, il est legit, il est légal. La grande majorité du temps. Puis même dans le reportage, on aurait dû faire 2 reportages. Il y a la question contrebande, qui est une chose, puis pêche hors saison. La deuxième question, c'est la qualité des données rapportées sur les prises, qui est une problématique qu'on a soulignée, qui est, selon moi, surtout associée au logbook papier, qui est problème. Ça va changer. Le pêcheur a tout le temps eu le droit, puis devrait continuer à avoir le droit de pouvoir vendre un peu à la chiquette du homard. OK, toi, tu arrives au quai, tu es un touriste, tu veux t'acheter une 12aine de homards pour toi et ta famille au camper. Ça fait partie des traditions locales, ça fait partie de la culture locale de pouvoir continuer à faire ça. Ça, on ne veut pas empêcher ça. Mais je pense qu'il y a lieu d'avoir un système beaucoup plus serré du côté des règlements de pêche, du côté des agents qui sont capables d'avoir des outils pour faire leur travail. Le logbook électronique permet aussi ça. Les agents ont de l'information instantanée sur les débarquements à tous les jours. Ils sont capables de voir où est-ce qu'il y a potentiellement des problèmes. Le lendemain, ils sont capables d'aller vérifier. Avant ça, ça prenait 3 ans avant d'avoir les résultats des logbooks papier. Donc, oublie ça. Là. Le logbook électronique, c'est une véritable avancée. Absolument. Tu as dit ça, puis oui, l'expérience d'aller acheter son homard au capitaine du bateau plaisant. Avec l'histoire qui vient avec, puis où est-ce qu'il l'a pêché exactement, puis on veut pas choisir lui que tu veux. Là, on veut pas perdre ça. Ouais. Moi, j'ai tout le temps pensé quand quelqu'un donnait du homard cané que c'était du illégal. Surtout d'un pot maçon. Là. Je me trompe-tu? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut être le capitaine qui a rapporté du homard à la maison, qui l'a transformé lui-même avec sa femme, sa famille, puis qui le revend localement à un meilleur prix que qu'est-ce qu'il peut avoir de son usine, de son acheteur. Mais il faut qu'il le déclare pareil, lui. À la fin de la journée, à Revenu Canada, il y a une responsabilité légale de déclarer ses revenus. À Revenu Canada, mais pas au ministère des Pêches. Au ministère également. Dans le logbook, tu as évidemment la place là, pour dire, regarde, moi aujourd'hui, je suis revenu au quai avec 5 crêtes de homard. J'en ai vendu 4 à mon acheteur régulier. J'en ai ramené une à la maison pour la transformation. Puis... comment on fait pour assurer? Là, on veut peut-être renforcer, pas les lois, mais renforcer l'application de la loi. C'est ça qui est dit.
ça serait pour vous là, un des instances ou un des efforts majeurs qu'il faudrait faire pour assurer la continuité et la préservation de la ressource. Je reviens sur les systèmes électroniques. Ça va être des outils très importants qui vont être maintenant disponibles aux agents des... Obligatoire, tu dis? C'est obligatoire depuis cette année. Qu'ils ont besoin du app sur le bateau avec eux autres, puis pouvoir traquer leur prise. Depuis le début de la pêche dans la zone 23 au mois de mai, jusqu'à la fin de la pêche ici dans la saison d'automne, c'était obligatoire cette année. Puis malheureusement, le reportage a eu lieu pendant l'été, à une période où est-ce qu'on était en transition. Moi, je pense que si on ferait la même recherche, la même enquête dans quelques années, on aurait différents résultats. Puis là, on parle d'enquête depuis tantôt, là, pour que vous sachiez, là, c'est que Radio-Canada a sorti à l'émission Enquête la semaine passée un reportage qui disait que 10 à 30% des prises qui étaient des prises illégales ou qui étaient vendues illégalement. Et on a un reportage, ça c'est Radio-Canada Enquête, puis il y a aussi un reportage qui s'en vient, 50 States sur CBC. Je pense qu'on a le temps d'un autre appel avant de terminer l'émission. Parle Jazz, on vous écoute. Oh, je t'amène. Oui, fermer la radio, c'est une bonne idée. C'est bien. Oui, moi, j'ai vu des podcasts sur l'Internet pour parler du homard et ça, puis moi, je me demandais s'ils faisaient anything about the sea bass, la basse, la striped bass. Parce qu'il y a pas de trait, il y avait 2 basses, puis il y avait 17 petits homards dans le corps, puis l'autre avait 26. Ça mange du homard. Il faisait un petit truc à faire pour contrôler la population des basses, des straight basses. Oui, hein? Ouais, c'est une bonne question. On travaille avec le ministère. Excusez-moi. Le ministère, justement, pour ouvrir la pêche au bar rayé, au moins comme bycatch pour nos pêcheurs de homard, Gaspareau, hareng, etc. Puis, on sait que les quotas de pêche commerciale ont été augmentés l'année passée par la ministre Johnson. Fait qu'on va continuer à travailler là-dessus pour qu'il y ait un effort supplémentaire qui est ajouté de ce côté-là, sans vouloir détruire la ressource du bar rayé. On s'entend que c'est quand même une ressource qui est extraordinaire pour la pêche récréative, pour la pêche commerciale également. Il faut qu'elle soit gérée, par contre. Oui, je comprends le bar, le bass est comme out of control right now. Surtout, regarde dans la Miramichi, ça mange everything. La truite, les saumons, ça mange tout. C'est une pêche qui est, comme que je le dis, je pense qu'on a besoin d'augmenter l'effort sur le bar rayé. Je pense que la population peut le prendre. Mais la rivière peut la prendre, cette population de poissons-là. Mais ça, à un moment donné, il était déjà là. Il y avait autant de barres rayés dans la rivière Miramichi que là, tout de suite, dernièrement, dans les dernières années, on est tous surpris parce qu'on se fait « Wow, il y a du bar rayé, mais... » Si je mets mon chapeau de biologiste, parce que j'étais biologiste avant ma carrière de directeur, là, on oublie souvent que dans la Miramichi, on avait beaucoup de pâte et papier dans cette région-là. Beaucoup de rejets d'eau usée qui étaient dans la rivière, dans le bassin, exactement où est-ce qu'est la reproduction du bar rayé. Ça, depuis le début des années 2000, s'est arrêté cette pollution-là. Ça coïncide avec l'explosion de la population de bar rayé. Tu as absolument raison, Jason. 100 ans passés, il y avait une pêche commerciale au bar rayé. Avec l'avenue, selon moi, des pâtes et papiers, puis de la pollution, ça a été un gros facteur dans le déclin de cette population-là. Et évidemment aussi dans les changements climatiques. Puis le saumon, c'est un poisson faible, pareil. Là. Il prend du temps à se reproduire, ses œufs sont faciles à être mangés, son environnement est facilement perturbateur, qui fait en sorte qu'il se reproduit moins facilement que le bar rayé. Là. Puis le saumon commence à être à la limite de température qu'il est capable de prendre l'été avec la chaleur dans nos rivières. Là. On revient vers vous au téléphone, un dernier mot? Oui, c'est juste que moi, quand j'ai vu ces poteries-là, ça m'a passé les frissons. J'ai pensé, oh, les smokes, les pêches tout morts, ça va les affecter. Ils sont obligés de les affecter. 15-20 homards, t'as 1%. Ouais. Ah ouais. Wow. C'est un bon point. Je pense qu'on s'inquiète beaucoup de notre homard. C'est la seule pêche qu'on a en santé de côtière. On a beaucoup de prédation dans le système. Le flétan mange du hareng, du homard, excusez. On a aussi un retour de la morue tranquillement pas vite qui se côte. Dis-le pas trop fort. Merci, monsieur, pour le commentaire. OK, pas de problème. Bonne journée. Belle émission. Merci beaucoup. Effectivement, c'était une belle émission.
Oui, puis avant de terminer, moi, je voudrais mentionner un courriel que j'ai reçu. On l'a déjà abordé un petit peu, mais je pense que ça peut bien conclure. Il y a Marie qui nous écrit aujourd'hui pourquoi la mesure est différente pour les pêcheurs commerciaux et les pêcheurs autochtones. Puis elle dit aussi le pêcheur qui jette son homard à l'eau qui est au-dessus d'une telle mesure et le pêcheur autochtone a le droit d'aller pêcher le homard qui a été jeté par l'autre pêcheur. Bon, on nous dit ça, mais pourquoi les règles ne sont pas les mêmes? Excellente question. Ça, c'est justement une de nos grosses revendications depuis une dizaine d'années. Pourquoi l'augmentation de la taille minimale pour le homard dans la pêche communautaire autochtone pour alimentaire ne suit pas les mêmes règles de conservation que pour la pêche commerciale? C'est une subtilité des règlements du côté du MPO qui disent que le homard taille minimale pour des fins de conservation, ce qu'on appelle la taille minimale à 50% des homards femelles qui se reproduisent au moins une fois avant d'être pêchés, c'est la taille à 72 mm de carapace. Donc, c'est le minimum qui est à être respecté pour la pêche alimentaire autochtone. Donc, s'il y a une augmentation jusqu'à la taille commerciale pour la conservation pour cette pêche-là autochtone, il faut que ça vienne d'une initiative du chef et conseil ou du conseil qui gère la pêche pour l'emporter là. Donc, certains chefs et conseils ont décidé de suivre la même mesure que la taille minimale commerciale, d'autres non. Dans le cas, par exemple, on a mentionné El Cipocto un matin, eux, leur taille minimale pour la pêche alimentaire est 2 mm de moins présentement que la taille minimale commerciale. Donc, ils sont à 70 17 mm, tandis que nos pêcheurs sont à 79. C'est un autre point de contention. Mm-hmm. Wow. Ben, merci beaucoup pour ces détails, ces spécifications. Ben, je voudrais vous remercier, les deux, Martin Mallet, directeur de l'Union des pêcheurs des Maritimes, et Mario Cormier, président du Local 5, qui ont été présents ici aujourd'hui. Ça a été très enrichissant et merci pour toutes les réponses aux questions qu'on a reçues de l'auditoire. Toujours très un plaisir. apprécié. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis demain, bien, Parle Jase fait relâche parce que c'est le jour du souvenir. Je vous retrouverai mercredi. Et d'ici là, bien, passez du très bon temps. Un bon jour du souvenir demain. Et encore une fois, merci à tous et Jason Ouellette aussi pour l'émission aujourd'hui. Merci.